vais demander à Jonathan Priolo s'il veut bien faire l'appel nominal, s'il te plaît, Jonathan, sachant qu'il y a parmi nous un certain nombre de nouveaux élus. Vous connaissez la particularité de cette assemblée ce soir, au-delà des distances que nous sommes amenés à respecter, ce qui nous a imposé cette organisation. 39 nouveaux élus, issus donc des conseils municipaux élus au premier tour, 33 anciens élus. Donc là, voilà toute l'explication de ce conseil communautaire hybride et mixte, puisque nous attendons, vous le savez tous, des élections municipales du second tour le 28 juin. 4 communes sont encore concernées. Vous les connaissez, donc je ne les rappelle pas. Et du coup, l'exécutif précédent reste en place, donc avec des vice-présidents qui se trouvent ne pas avoir été ni candidats pour certains, ni réélus pour d'autres. Donc M. Bournazel, je ne sais pas s'il est là, je ne crois pas, je ne l'ai pas vu. Il est excusé. M. Carpe, il est là. Mais il est toujours élu, puisque sa commune est concernée par le second tour. Madame Van den Abel aussi, qui est parmi nous. Monsieur Mamon, il n'est pas là, Christophe, je crois. Je ne l'ai pas vu en tout cas. Alain Monteil non plus, puisque son successeur est parmi nous. Et monsieur Séjourné, je ne sais pas s'il est là, Michel. Il est là, il s'est caché. Voilà, donc la particularité, c'est qu'ils participent donc au conseil communautaire et font partie des 78 membres potentiels de cette assemblée, mais ne sont pas votants, peuvent être rapporteurs, puisqu'ils participent aux travaux de l'exécutif, mais ne peuvent pas participer au vote. Voilà, cette précision étant faite, vous dire que on vous propose sur table une modification du point numéro 10 à l'ordre du jour. C'est juste une modification dans le libellé de la délibération. Donc voilà, si vous êtes d'accord, est-ce que quelqu'un est contre cette proposition de modification? Avez-vous eu le temps de la parcourir? C'est juste une modification de l'expression de cette délibération. Participation, donc au fond plutôt qu'au conseil départemental. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient, adopté à l'unanimité, donc on pourra présenter cette délibération tout à l'heure. Jonathan, si tu veux bien faire l'appel, merci. Parfait, merci. Frédéric Delmarès, Daniel Garrigue, Jean-Jacques Chaplet, Jean-Paul Rochoir, Adib Benfedoul, Christophe Gauthier, Laurence Rouen, Jean-Michel Bournazel, Daniel Rabat, Christian Bordenave, Claude Carpe, Fabien Ruet, Jacqueline Van den Abel, Alain Castan, Roland Fraille, Sébastien Bourdin, Rislan Robin-Elgreny, Olivier Dupuis, Alain Plazy, Alain Monteil, Christiane Delpont, Roger Lapouche donne pouvoir à Jean-Jacques Chaplet, Michel Séjourné, Alain Serrea, Christophe Mamon, Pascal Delteil, René Vicentini, Alain Banquet, Gaël Blanc-Lajauny, Liliane Brandely, Marc Léturgie, Nelly Rodriguez, Francis Delteil, Marie-Claude Andrieux-Courbin donne pouvoir à moi-même, Marie-Lise Potron, Gilbert Blanc, Denise Miguel, Farida Mouhoubi, Anne Soquet, Michel Bosviel, Martine Rosé donne pouvoir à Michel Bosviel, Marie-Hélène Scotti, Dominique Rousseau, Cécile Labarde donne pouvoir à Thierry Roy-Pétou, Cédric Zapera, Sylvie Chancogne, Paul Gallon, Didier Gouze, Georges Bassy, Marjorie Molton, Didier Capuron, Luc Mam, Philippe Puponché, Jean-Claude Bonamy, Serge Pradier, Céline Bracot, Jean-Michel Dreuil, Thierry Roy-Pétou, Catherine Laroche, Lionel Filet, Michel Thérault, Pascal Yabast, Pascal Prévost, Marie-Agnès Brouillot, Arnaud Delair, Michel Delfieux, Anthony Castin, Cyril Gouby, Marion Serra, Nathalie Trapi,
Francis Papatanasios donne pouvoir à Frédéric Delmarès, Cédric Lougras, Francis Blondin, Jean-Claude Portolan, Jean-François Jante, Jean-Pierre Faure, Jean-Louis Dessalles. Merci Jonathan. Je vous propose Jean-Pierre Faure comme secrétaire de séance, si vous en êtes d'accord, s'il n'y voit pas d'objection lui-même. OK pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour approuver le procès-verbal de la séance du 17 février 2020 ? Grand procès-verbal. Est-ce qu'il y a des remarques ou des choses qui vous ont interpellé dans ce compte-rendu ? Pas de réaction, pas de remarques. Est-ce que quelqu'un est contre ? S'abstient, adopté à l'unanimité. Le premier point de l'ordre du jour, très brièvement, vous connaissez aujourd'hui par cœur les contraintes liées au Covid-19. Nous en sommes espacés pour le rappeler. Donc la distanciation sociale d'au moins 1 mètre et les barrières que l'on connaît aujourd'hui parfaitement. Et les rassemblements sont autorisés à plus de 10 personnes par dérogation. C'est ce que nous avons obtenu ce soir. Et donc, ce qui nous a amené à faire un ordre du jour relativement réduit. Il nous imposera de nous réunir à nouveau le 22 juin pour compléter les points qui sont à traiter pour faire fonctionner correctement notre collectivité. Très rapidement, vous avez pu lire les décisions et les propositions de demande de subvention ainsi que quelques marchés qui ont été conclus pendant cette période. Si vous avez des remarques concernant ces décisions et ces points, voilà, on peut les revoir. S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au point suivant. Je ne vais pas trop vite. J'avais eu le temps de les parcourir. Donc le point numéro 2, il s'agit de faire le bilan des acquisitions et cessions foncières sur l'année 2019 et c'est Daniel Rabat qui nous rapporte ce dossier. Daniel, tu as la parole. Merci Président. Bonsoir à tous. Comme tous les ans, vous avez donc devant les yeux le bilan des acquisitions et des cessions de votre communauté d'agglomération. Vous l'avez en annexe. Il s'agit de porter à votre connaissance les achats ou les ventes qui ont pu être réalisées. La plupart des achats concernent le réseau de la route, du vélo route voie verte sur les annexes pour un montant total de 111 002,50 €. Le total n'y est pas, je vous le donne. Dans ces 111 000 €, il y avait l'obligation d'acquérir une maison sur la commune de Creys. Dans les autres acquisitions qui ont pu être réalisées, il y a un terrain dans le cadre de la GEMAPI sur Bergerac, et puis il y a l'acquisition par votre collectivité du terrain du centre de loisirs de Cours-de-Pile, puisque la commune de Cours-de-Pile a cédé à la communauté d'agglomération l'assiette de la construction que la CAB est en train de réaliser pour créer cette ASLH. Du côté après des ventes, il y a une vente sur Prigonrieux, donc dans la zone de Langsade. Il y avait déjà le garage Peugeot, il y avait la boucherie, charcuterie, traiteur, Lazinière. Il y a maintenant à côté les établissements Rollin, plomberie, chauffage. Voilà. Et puis il y a également dans la zone de Bougnac, chez Georges Bassy, la vente d'un terrain. Voilà. Donc il est porté à votre connaissance la vente de ces lots, l'acquisition également de toutes ces petites parcelles. Je repasse la parole au Président pour que vous preniez acte du bilan de ces acquisitions ou de ces cessions de l'année 2019. Merci. Merci Daniel de ce rappel. Donc, je pense que c'est des dossiers qu'on a tous vu passer lors de précédents conseils communautaires. Est-ce qu'il y a des remarques concernant ces dossiers ? Je vous propose de prendre acte. Pas de remarques ? Écoutez, je vous remercie. Le point suivant, il s'agit de passer la parole à Jean-Jacques Chaplet pour des questions de fiscalité et de vote de taux pour respecter les échéances qui nous sont proposées. À toi, Jean-Jacques. Merci, Président. Il y a un petit temps. Ça y est, ça marche. Oui, merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le point 3 pour lequel j'ai la charge de vous présenter ce soir concerne donc les votes de taux de fiscalité pour l'année 2020. Donc sur ces taux, il y a celui qui concerne la cotisation foncière des entreprises, qu'on appelle communément la CFE. Et depuis 2013, la communauté d'agglomération vote un taux de CFE des entreprises qui correspond à la part foncière de l'ancienne TP
et celui-ci est fixé à 26% depuis 2017 à partir de la fusion avec la communauté de communes des Coteaux de Sigoulès. Ce taux de CFE a la possibilité de subir des variations cette variation est liée à l'évolution soit du taux moyen pondéré de taxes d'habitation des communes membres, soit du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières de ces mêmes communes, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition. Donc à partir de là, je vous fais grâce des 3 ou 4 chapitres qui suivent. Et donc compte tenu du contexte économique et de la nécessité de ne pas augmenter la pression fiscale sur les entreprises, il est proposé de maintenir ce taux de CFE à 26% comme l'année passée et de maintenir ce potentiel d'augmentation en réserve, et ce taux de potentialité d'augmentation est de 0,89%. Donc ça, c'est pour la fiscalité entreprise. Et sur les taxes ménages, donc qui concernent la taxe d'habitation, feu taxe d'habitation, parce que finalement, aujourd'hui, on n'a pas de pouvoir de taux, étant entendu que l'État a repris la main et on est en première année d'exonération de la TH sur les résidences secondaires, les résidences principales étant terminées. Donc là, on n'a pas à bouger le taux. On reprendra la main qu'à partir de 2023, quand ils auront fini d'exonérer les résidences secondaires. On a ensuite la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Et à partir de là, donc, on vous propose de maintenir les taux qui étaient sur l'année 2019. Et ainsi, on se retrouve à vous proposer à voter les taux de fiscalité directe 2020 suivants, c'est-à-dire la CFE, cotisation foncière des entreprises, maintien du taux à 26%. La taxe d'habitation, on est à 9,44, mais on n'a pas la main dessus. La taxe sur le foncier bâti, on est à 0,5%. Et la taxe sur le foncier non bâti à 3,35%. Voilà, Président, ce que je pouvais dire, si tu veux le mettre au vote. Merci Jean-Jacques de nous avoir rappelé les règles de lien qui régissent ces taux et ces correspondances entre les différents taux. Évidemment, dans cette période compliquée, il était évident que nous n'allions pas agir sur la fiscalité, même si ce n'était pas notre souhait, indépendamment de cet aspect-là. Vous rappelez que sur la CFE, on a une vigilance toute particulière pour l'année 2021, puisque on sait très bien que les conséquences fiscales pourraient se faire ressentir l'année prochaine de par un certain nombre de défaillances d'entreprises. On ne va pas se projeter de manière négative, mais la prudence s'impose sur ce sujet. J'en profite pour vous rappeler les quelques mesures au soutien à l'économie que nous avons prises durant la période. Pour 1,3 million, les 500 000 euros de fonds de concours, dont je pense que vous avez tous pris connaissance, fonds de concours supplémentaires pour soutenir les investissements dans nos communes. 220 000 euros de fonds de soutien, on en parlera un peu plus précisément sur l'aspect départemental, puisqu'on a accordé 2 euros par habitant au fonds de soutien régional. Une volonté d'augmenter nos commandes auprès de commerçants qui pourraient en avoir besoin sur notre collectivité. Un effort sur les taxes de séjour, sur la part forfaitaire bien sûr, mais sur la part réelle, on en parlera tout à l'heure sur une opération Restocab que je souhaite vous proposer de manière à soutenir à la fois la viticulture et les restaurants sur notre territoire. Une augmentation des travaux en interne à la communauté pour aussi soutenir l'activité économique dans notre communauté. 40 000 euros pour s'associer à la ville de Bergerac pour favoriser une partie de la gratuité au stationnement. Donc on le passera prochainement, mais ça fait partie des mesures économiques que nous avons souhaité mettre en place. Et 150 000 euros d'aide d'investissement aussi pour les entreprises. On en aura quelques exemples tout à l'heure. Des loyers qu'on se propose d'offrir la gratuité à des entreprises que nous hébergeons à la communauté d'agglomération pour leur donner un peu d'oxygène, et puis des relations aussi avec des restaurateurs qu'on a dans nos communes, aussi bien à Montbazillac qu'à Quayssac, à Monestier, et j'en oublie une, et Saint-Exemple, pardon Jean-François, puisqu'on en a parlé très récemment. Terminer pour une autre action qui est
peut-être moins directement liées à l'économie, mais qui s'y rapportent. C'est notre volonté, on vous l'avait présenté lors d'une conférence des maires précédente, il s'agissait d'accompagner la réouverture des écoles avec l'ouverture gratuite des centres de loisirs pour les parents qui ne trouvaient pas de place pour leurs écoles. Et ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place et qui fonctionne aujourd'hui à plein sur le territoire, y compris sur les communes de Limbras et de Gardonne, qui nous ont permis de mobiliser aussi leurs centres de loisirs associatifs, et je les en remercie. Voilà pour les mesures économiques qui complètent ces taux, mais une vraie attention et vigilance par rapport aux entreprises concernant les mois qui viennent et l'année prochaine, bien évidemment, puisque un tiers de nos ressources à la CAP proviennent de ces cotisations foncières et TASCOM, etc., CVAE pour les entreprises. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce que je vous propose de passer au vote sur ces taux? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Y a-t-il des remarques? Quelqu'un veut-il prendre la parole? Daniel, tu voulais dire un mot là-dessus? Non, ça va? Après, toujours dans les taxes et dans les taux, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et évidemment, cette année, c'est encore une petite augmentation qui vous est proposée. Oui, Président. Donc, le point suivant sur la TOM, que nous n'avions pas fixé jusqu'à présent, et donc les pouvoirs publics avaient donné jusqu'au mois de juillet pour la fixer. Donc, il appartient au Conseil communautaire de fixer ce taux de TOM par zone en fonction du produit attendu nécessaire afin de subvenir aux dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers pour l'exercice 2020. Vous en aviez déjà, bien sûr, conscience. L'augmentation de ces dépenses par rapport à 2019 s'explique par une hausse de la contribution au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, qu'on appelle communément le SMD3. Et cette hausse n'est pas négligeable puisqu'elle est de 400 000 €, c'est-à-dire quasiment 10% de hausse sur la partie traitement de ces ordures ménagères, et par l'impact des mesures qui sont liées au Covid-19 sur la collecte. Et donc, elles sont ventilées, ou on vous propose de les ventiler comme suit. Donc, vous avez le tableau qui nous demande une recette de 7 500 979 €. Et donc, on vous propose de mettre une légère augmentation sur les taux selon les zones, bien évidemment. Dans le tableau qui suit, vous avez la liste des communes zone par zone, et donc le taux 2020 que vous avez en comparatif par rapport au taux 2019. Si je ne me trompe pas, ça fait une hausse de un peu plus de 4 points, 4,5 points de hausse sur la partie de la fiscalité des ménages. Donc, je vous passe sous silence les différentes communes. Et donc, à partir de là, les membres du Conseil communautaire sont invités à arrêter le produit attendu à hauteur de 7 500 979 et par conséquent de fixer le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par zone pour l'année 2020 comme suit. La zone 1 serait donc à 10,31, la zone 2 à 10,79, la zone 3 à 12,61, la zone 4 12,34, la zone 5 15,02, la zone 6 9,74, la zone 7 8,53, la zone 8 à 7,54 et la zone 9 à 10,1. Voilà, Président, s'il y a des questions. Merci Jean-Jacques. Y a-t-il des... Oui, Arnaud. Je vais faire passer un micro. Oui, c'est bon? Oui. Juste une question. Le groupe 5, dans lequel ma commune est inscrite, le groupe 5, c'est Bossé, Fraisse, Lunas, Montfaucon, Saint-Georges-Blanc-Canet et Saint-Géry. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps déjà, les 6 communes que nous sommes ont bénéficié, entre guillemets, du dispositif de point d'apport volontaire. Point d'apport volontaire qui favorise, je le dis au passage, l'incivilité.
La question que je pose, c'est que oui, bien sûr, l'augmentation du taux des taxes sur la commune, pour prendre exemple, en fait, elle est déjà divisée en deux entre ceux qui attendent impatiemment la redevance incitative et ceux qui sont pour que, éventuellement, ça ne change pas et qu'on reste à la TEOM. Régulièrement, au niveau de la mairie, moi, les gens qui sont favorables à la redevance incitative, qui ont fait leurs calculs et qui me disent, en fait, si on pouvait passer rapidement à la redevance incitative, ça me coûterait beaucoup moins cher, puisqu'elle est calculée en fait sur le nombre d'habitants dans la maison et non sur la surface carrée habitable. Ces gens-là disent, ce qui n'est pas très logique au niveau de la CAB, c'est que en fait, on reste sur la TOM et nous, on paye aussi cher. Et alors là, maintenant, il y a une augmentation. Un service qu'on n'a plus, c'est-à-dire qu'on a le même tarif et pourtant, il faut qu'on se déplace. On n'a plus le camion qui vient directement en porte-à-porte. Donc moi, la question, elle est toute simple, c'est que est-ce que éventuellement, on aurait pu envisager qu'il n'y ait pas d'augmentation sur cette zone-là? Parce qu'en fait, voilà, c'est que la CAP, bien sûr, les autres communes augmentent, mais oui, mais ils ont le service encore rendu, alors que nous, on a quand même beaucoup d'insatisfaction. Alors, on fait avec, hein, c'est notre rôle aussi d'élu. Mais voilà, c'était juste, est-ce qu'on pouvait envisager qu'au moins cette année, peut-être, on reste sur le taux de 2019, sachant qu'en regardant les pourcentages, on a déjà le taux le plus élevé de la CAB. Oui, Alain, il y a Francis aussi qui voulait intervenir. Francis. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, je rejoins complètement ce que vient de dire Arnaud. D'ailleurs, j'avais préparé un petit courrier que je voulais distribuer aux 6 communes concernées, parce que lui, il a des remontées sur sa commune. Moi, j'en ai aussi sur la mienne, beaucoup, parce que les gens calculent, et ils ont raison de calculer. Le point d'apport volontaire, pour ceux qui le connaissent, c'est, au dire des utilisateurs, c'est un fiasco total. Moi, je m'attends à recevoir et à ramasser énormément de déchets. On a déjà commencé sur nos DFCI, il faut le savoir. Je préfère le dire ici, hein, parce que j'en ai prévenu la gendarmerie, il y a des plaintes déposées déjà. Donc, on va au-devant de gros soucis. Ça, c'est pour le côté du point d'apport volontaire. Mais c'est vrai, je le rejoins. Moi, je voulais soulever ce point parce que les gens calculent, comme je l'ai dit, et on se rend compte que ça va revenir assez cher, plus cher, si on reste à la tome sur le foncier. Voilà. Donc, il faudrait peut-être justement, moi je souhaitais rencontrer mes collègues, mes 6 collègues, pour rediscuter au niveau de la CAB. Et c'est vrai qu'on l'a voté au niveau de la communauté d'agglo, mais nous on a voté, les élus ont voté, mais la population, elle, n'est pas du tout satisfaite de notre résultat. Donc je voudrais qu'on remette un petit peu cette question à l'ordre du jour, et comme le souhaite Arnaud, ou alors qu'on maintienne le taux qui était fixé auparavant, sans l'élever, parce que si on doit le monter aujourd'hui sur cette zone-là, moi personnellement, je voterai contre cette proposition, parce que il y a de plus en plus de gens, je vous dis, qui ont réfléchi, qui calculent, qui se disent non, on est en train de nous faire payer beaucoup plus pour un service qu'on n'a plus. Et ça, c'est une réelle, c'est la réalité. Hein. On n'a plus de service. Malheureusement, on n'a que 3 points de collecte, et je me suis battu pour en avoir 3 alors que je devais en avoir que 2 par rapport à la population sur la commune. Quand on a 3 hameaux, c'est très compliqué. Donc il faut faire au moins, moi j'ai calculé, hein, il faut faire à peu près 5 km avec une voiture pour aller jeter ses déchets dans certains endroits. Sur Saint-Georges, mais les autres communes sont dans le même cas que moi. Donc je veux dire que c'est quand même problématique pour la population, et c'est encore plus problématique pour le porte-monnaie. Alain, tu voulais intervenir? Oui. Je lui passe un micro, s'il vous plaît, à Alain. Oui, bonsoir à tous. Comment dire qu'il y a juste 2-3 détails à éclaircir. D'abord, cette zone 5, elle est historiquement dépendante du SMD3. C'est le choix qu'avait fait cette collectivité à l'époque, puisque elle n'est pas collectée par la CAB. Elle est collectée directement par le SMD3.
Historiquement, vous avez aussi choisi donc de passer sur la redevance incitative. Vous faites partie du SMD3. Le SMD3 a choisi la redevance incitative, à savoir que notre président a réussi, lui, à freiner avec insistance pour qu'on ne passe pas en redevance incitative, pour qu'on reste en tome, qu'on y réfléchisse, qu'on y travaille davantage. Ensuite, l'autre point, c'est que vous ne payez pas en fonction du nombre d'habitants, absolument pas. Vous payez en fonction du nombre de dépôts que vous le faites sur le sujet des sacs noirs. Quand vous portez un sac noir, pas aujourd'hui, bien évidemment, mais demain, si on est en redevance incitative, où ça sera le nombre de fois que vous ouvrirez la trappe du réceptacle pour y poser vos ordures. Et donc, on dira, par exemple, je ne dis pas que c'est ça l'objet, mais vous serez collecté 12 fois par an ou 20 fois par an, on ne sait pas. Enfin, les bacs seront collectés à cette cadence-là. Et vous aurez, payé une redevance qui correspond peu ou prou au taux de l'atome aujourd'hui. À 10 ou 15% près, c'est ça l'idée. C'est juste un petit peu moins cher parce qu'ils sont malins. Ils l'ont mis un tout petit peu moins cher que l'atome quand même. Et là, à partir du moment où vous verserez la 13e fois, il faudra payer un supplément. Et une fois que ça sera enclenché et que toute la procédure sera, si nous acceptons tous d'être en redevance incitative, je vous le dis, je ne vais pas faire de prévision, demain je ne serai plus là, c'est peut-être le chant du cygne là, mais je vous affirme que la maîtrise du nombre de levées ne pourra se faire que parce que nous serons extrêmement vigilants à ce que nous mettons dans nos sacs noirs. Nico, là, et là derrière, il sait, aujourd'hui, ce que l'on met dans le sac, on a fait des tests, c'est encore 50% de matière recyclable. Bon, ça c'est, je ne vais pas faire un cours sur comment on va recycler, mais sur la taxe. La taxe, aujourd'hui, on ne la maîtrise pas. Je comprends que vous soyez en colère et que vous ne vouliez pas la verser. On peut comprendre, il y a un abaissement, effectivement, du service rendu, puisqu'on ne passe plus que, le SMD3, ne passe plus que de temps en temps. Enfin, moins souvent qu'auparavant. Et c'est pas fini, ça va encore se resserrer, et vous pouvez vous en douter, parce que, il va falloir faire des économies de masse, et ça sera les tournées qui en pâtiront. Qu'est-ce que je veux dire encore, le dernier mot, c'est que votre travail, notre travail à tous, élus aujourd'hui, demain le vôtre, sûrement, j'espère le mien aussi, sera de bien faire comprendre dans notre population que le seul moyen sera de jeter moins. Et quand je dis moins, c'est pas un peu moins, c'est jeter 50% de moins de nos ordures ménagères. Aujourd'hui, le président, nous, vous, nous tous, on subit simplement la contrainte qui est liée à l'augmentation des coûts du SMD3, qui sont liés à plusieurs choses, bien évidemment, et on ne peut pas y échapper. On ne peut pas dire non, je ne veux pas. C'est-à-dire que si on ne votait pas ce taux, ce qui est notre liberté, ça voudra dire que de toute façon la CAP devra payer la même somme et ainsi la prendre sur un autre type de budget. Donc voilà, je vais aller. Après, si vous voulez, on peut parler du SMD3. Par contre, je veux bien venir, tant que je suis en activité, vous expliquer comment ça fonctionne réellement, la redevance incitative. Et demain, j'étais venu vous en parler, mais on peut recommencer. Je viens avec grand plaisir vous expliquer dans le détail à ce moment-là comment ça fonctionne. Merci, Président. Oui, moi, mes chers collègues, c'est bon. Bon, dans quelques semaines, je ne serai plus parmi vous, puisque je ne me représente pas. Mais je voudrais dire quand même, sur cette affaire du SMD3, moi j'attire l'attention de tout le monde, et sur cette question de la gestion des ordures ménagères, on est quand même aujourd'hui dans une grande confusion. On est dans une grande confusion. Moi je rappelle qu'on était parti, ici on a été un certain nombre à avoir créé un outil qui rassemblait plusieurs dizaines de communes, je crois 72 ou 73 communes du Bergeracois, c'était le SMBGD. On avait fait un excellent travail, les choses étaient claires. On avait créé des déchetteries qui répondaient aux besoins de la population. On avait des ambassadeurs du tri et on avait une politique de communication forte pour expliquer aux habitants
quels étaient les efforts à mener pour limiter justement ce qu'on mettait, bien faire le tri entre ce qui était recyclable et ce qui n'était pas, et de ne pas saturer les sites d'enfouissement à l'époque avec des produits recyclables. Donc tout cet effort, il était mené. On nous a imposé la création d'un monstre qui s'appelle le SMD3, et aujourd'hui, plus personne ne sait où on en est. Chaque année, le montant des redevances augmente dans des proportions invraisemblables, sans qu'on sache très bien à quoi sert cet argent, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits au siège du SMD3, mais on n'a pas vu beaucoup de travaux sur le terrain. On ne sait plus très bien où on en est, parce qu'il y a un débat qui n'est pas conclu, de savoir si on paie au poids ou si on paie à la redevance incitative. Donc là-dessus, c'est pas clairement tranché. On a le problème aussi de savoir est-ce qu'on fait des points de regroupement ou est-ce qu'on continue à faire le ramassage. Moi, je vois à Bergerac, où on a beaucoup de gens âgés. C'est vrai, j'imagine mal qu'on leur impose d'aller à des points de regroupement. Tous ces débats, je suis désolé, on ne les a jamais poussés vraiment au fond. Et moi, si j'ai une chose à conseiller à tout le monde, c'est que dès le début, dès que les élections seront définitivement passées, je crois qu'il faut vraiment que la CAB se mette, travaille à fond sur ce sujet, parce qu'il faut vraiment qu'on définisse des positions et qu'on se fasse entendre au niveau du syndicat départemental. Je ne sais pas si on peut sortir et revenir à quelque chose, à une structure, et revenir à un système qui serait géré même à l'échelle de la CAB ou à l'échelle des agglomérations du Bergeracois. Mais c'est vrai que le système dans lequel on est aujourd'hui, ça n'est pas un système satisfaisant. Je le dis très clairement, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je le redis une dernière fois ce soir, puisque demain, c'est vous tous qui aurez à gérer cette question. Bien. Arnaud, tu veux rajouter un complément? Allez, vas-y. Non, mais peut-être que je me suis pas bien fait comprendre, mais je rejoins quand même Daniel Garrigue, parce qu'en fait, on va dire qu'on est 6 communes nous essuyons les plâtres, et je pense que si on est en colère, c'est pas... enfin, pour ma part, c'est pas spécialement entre redevance incitative ou TOM. Parce qu'après tout, la TOM, on peut penser que si on est 2 dans 500 mètres carrés, c'est que c'est peut-être plus simple que d'être à 6 dans 80 mètres carrés. Ça sera peut-être la redevance incitative. Non, l'idée, notre colère, elle est surtout du fait que, en fait, cette grosse machinerie, là, le SMD3, nous a pas laissé le choix. C'est-à-dire qu'on a eu deux réunions où on devait discuter de la meilleure solution pour chaque commune, qui était entre le porte-à-porte ou le PAV. Et à la deuxième réunion où nous étions tous les 6 réunis et nous sommes arrivés avec... on en avait débattu en conseil municipal et nous sommes arrivés en disant... Enfin, en pensant que c'était à ce moment-là qu'on allait pouvoir dire ben nous on a choisi tel système de collecte ou tel autre, on nous a dit non, en fait on ne s'est pas bien compris, ça sera le point d'apport volontaire, point barre. Voilà, donc la colère elle est essentiellement là. C'est qu'on n'a pas eu le choix. Alors certes, il y a des élus au SMD3, mais c'est dans la façon de faire. C'est-à-dire que quand à la deuxième réunion, vous avez un gentil monsieur du SMD3 qui, dans son monologue de 25 minutes, vous explique qu'ils ont fait l'acquisition de 3 camions de 300 000 € plus un camion autolaveur de je ne sais pas combien. Enfin, moi, c'est la question que je lui dis, mais ne nous dites pas qu'on a encore le choix, parce que si vous avez déjà acheté les camions qui sont spécifiques à la collecte d'épave, je vois pas comment. Donc vous êtes en un. Ah ben oui, mais non, mais de toute façon, techniquement, sur vos communes, c'était pas possible. Mais comme je lui ai dit, vous auriez dû le dire d'entrée, parce que la transparence est toujours mieux quand même. Donc voilà. Après, c'était juste une question dans une forme de souci d'équité où moi je dis pas là ce soir que je suis pour la RI ou plus pour la TOM. Ma petite idée. Moi, je dis juste, voilà, c'était dans un souci un peu de communautaire. Alors, j'entends bien sûr que les frais du SMD3 ont augmenté et qu'il faut bien trouver l'argent quelque part. C'était juste, en attendant que la globalité de la CAB passe sur un seul et même dispositif, est-ce que ceux qui sont déjà un peu pénalisés ne pouvaient pas en rester là? Après, j'ai envie de dire, la CAB choisira et puis ça s'imposera à tous. Mais là, pour le coup, on a un système
de collecte qui ne s'imposent pas à tous. Voilà, c'est tout. Oui, juste, je voulais te rajouter une précision. Les 400 000 € du SMD3 demandés se décomposent comme suit. On a 194 000 qui est demandé au titre de l'exploitation des déchetteries. On a 110 000 € qui est pour une contribution, compensation de la revente des matériaux issus du tri, puisque finalement les filières maintenant payent nettement moins cher les matériaux. Donc ils demandent aux collectivités de venir abonder ce prix de revente des matériaux. Et le troisième point, c'est sur la renégociation demandée par les prestataires au niveau du SMD3. Et là, il y a 100 000 € de plus. Donc tu vois, ça ne concerne pas du tout les points d'apport volontaire ni quoi que ce soit. Juste, moi, c'est ce que je disais en préambule. Là, je pose une question. Après, on me dit oui, on me dit oui, c'est faisable ou non, c'est pas faisable. Voilà, point. Hein. Je pose la question, c'est tout. Alors, c'est un sujet éminemment complexe que ce sujet des ordures ménagères. Il est en pleine mutation et on voit que ça nous fait frémir tous. Et je crois que c'est que le début et on est condamné à, je l'ai dit au département quand on en a débattu, je crois qu'on est condamné à s'entendre tellement le sujet est complexe et il y a d'enjeux environnementaux sur ce sujet pour arriver à l'assumer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses aujourd'hui qui sont, à mon avis, rédhibitoires. La première, c'est que nous avons délégué cette compétence au syndicat départemental. Nous avons aujourd'hui, dans nos communes, nous désignons des représentants communaux qui vont nous représenter et qui ont pris ces décisions. Ils ont pris ces décisions à l'unanimité pour le système des points d'apport volontaires. Il y a plusieurs années déjà, et aujourd'hui, c'est l'application des décisions qui ont été prises par nous tous. Par nous tous. Donc on est aujourd'hui confronté à cette réalité. L'autre complexité, c'est la gouvernance et la manière dont sont prises les décisions au SMD3, mais pas que dans ces syndicats départementaux qui sont souvent extrêmement pourvus en représentants. Il y a deux chambres. Il y a une chambre de délégués communaux, une chambre de délégués communautaires. Il y a des représentations par secteur. Un cochon n'y retrouverait pas ses petits. Et tout ça nous amène à quoi? Nous amène au fait que nous sommes collectivement dépossédés de la lisibilité, de la compréhension de ces décisions. Et aujourd'hui, ce que te disait Jean-Jacques, qui est lié, l'augmentation, elle n'est pas liée au point d'apport volontaire, elle est liée à des baisses de rémunération sur le tri, à une augmentation substantielle des coûts liés aux déchetteries et à des taxes supplémentaires. La difficulté pour nous et la simplicité pour le syndicat, c'est que le syndicat fait fonctionner ses infrastructures et son outil et nous envoie la facture. Et nous, on est condamnés à lever l'impôt. C'est-à-dire qu'on ne décide rien, cette communauté aujourd'hui sur ce sujet ne décide pas du fonctionnement puisque c'est délégué à nos représentants communaux qui sont noyés et quelquefois dans des secteurs qui ne correspondent pas au périmètre de l'agglo. Et là, Daniel Garrigue a raison. Il faut que nous arrivions à rediscuter avec ce syndicat et à redéfinir des périmètres de décision qui nous permettent de vraiment comprendre les décisions et peser sur ces décisions. Et ça, c'est tout l'enjeu des mois à venir. Concernant votre secteur, tu le sais Arnaud, c'est parce que vous étiez d'abord dans un syndicat qui a été repris et qui a délégué ses compétences au SMD3 et que, comme l'a rappelé fort justement Alain Serrea tout à l'heure, on a demandé à surseoir à la redevance incitative auquel vous étiez tout de suite confrontés. Alors je ne rentre pas dans le débat de pour ou contre cette redevance incitative. Il était pour nous impératif qu'il n'y ait pas de traitement différent pour une commune ou 6 communes dont vous faites partie par rapport aux autres communes. Donc on a lourdement insisté au forceps, il faut le dire, pour pas que la redevance incitative soit mise en place sur vos communes, contrairement aux autres.
Donc aujourd'hui, grâce au travail de Alain Céréa, je peux le dire, puisque c'est lui qui nous représentait au SMD3, il nous a très justement incité à la prudence et à la réflexion. Donc c'est ce que nous avons fait, et nous avons pris une délibération acceptant les études et les réflexions sur la mise en place de la redevance incitative, mais nous n'avons pas décidé de choisir le mode de financement. Donc ça, ce sera l'enjeu des mois à venir. Aujourd'hui, vous comprenez bien qu'on ne va pas pouvoir continuer à payer 400 000 € de plus par an pour un service qui va s'amenuiser, sans avoir bien compris et co-décidé ensemble, parce que ce que Jean-Jacques ne dit pas et qu'on sait tous, et Daniel l'a rappelé, c'est que le fonctionnement du syndicat est quand même relativement confortable. Je pèse mes mots. Dans la construction, dans le personnel et dans la gestion de l'outil, les dépenses sont somptuaires. Et donc aujourd'hui, il faut absolument que la CAB et les collectivités, je pense que ce sera le rôle des EPCI, de se réapproprier cet échelon de réflexion pour qu'on puisse y voir clair. Parce qu'aujourd'hui, tellement les choses sont enchevêtrées et complexes, on n'est pas décisionnaire en fait. On est condamné à voter des taux pour payer quelque chose, une facture qu'on nous demande de payer. Je sais que ce n'est pas une réponse satisfaisante, mais c'est, je crois, la réponse juste par rapport à ce sujet. Est-ce que j'ai répondu, est-ce que nous avons répondu, Arnaud? Juste, je vais être mauvaise langue, mais ça fait écho à ce que tu sous-entends. J'invite toutes les personnes ici à aller voir le bâtiment administratif du SMD3. C'est édifiant. C'est édifiant. C'est agréable. Somptuaire, j'ai dit. Bon. On passe au vote. Excusez-moi, mais bon, voilà, je crois qu'à ce stade, c'est malheureusement collectivement qu'on doit se réapproprier cet échelon de réflexion. Et on n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Alain a insisté lourdement sur vous savez que la TGAP va être augmentée, va être multipliée par 4. Nos recettes de tri baissent inexorablement. Donc quand vous avez des dépenses qui augmentent et des recettes qui baissent, je ne vous fais pas un dessin. Donc à un moment, la seule issue, c'est de baisser les tonnages. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, la facture, elle va être douloureuse. Pour un service moindre. Par contre, sur les points d'apport volontaire, la décision, elle a été prise, je suis désolé, à l'unanimité au SMD3, par l'ensemble des représentants de nos communes. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce silence en dit long. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à la majorité. Je vous remercie. On va passer à la GEMAPI. C'est Monsieur Léturgie qui nous en parle. Conformément aux dispositions, toujours pareil, on va voter sur la fixation du produit de la taxe pour l'année 2020. Conformément aux dispositions de l'article 1530 bis du Code général des impôts, le Conseil communautaire a décidé d'instituer une taxe pour le financement de la GEMAPI à compter du 1er janvier 2018. Il convient d'en fixer le montant dans la limite de 40 € par habitant, dont l'utilisation affectée à l'exercice de la compétence GEMAPI fera l'objet d'une comptabilité analytique qui permettra de déterminer avec précision le montant nécessaire chaque année. Le produit voté par le Conseil communautaire est ensuite réparti par les services fiscaux entre les contribuables redevables de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises. Il est donc, pour cette année, proposé de ne pas augmenter cette taxe-là et de conserver celle que nous avions votée l'année dernière, donc de 3,50 € par habitant. Je rappelle que cette taxe a vocation à couvrir à la fois le fonctionnement du service, les investissements de type équipement pour que le service fonctionne et de participer à une enveloppe qui permet de répondre partiellement
aux urgences qui peuvent se poser, mais que, en principe, tous les travaux qui sont mis en projet passent d'abord par une DIG, de manière à ce qu'on puisse, bien entendu, récupérer des financements auprès des divers participants, tels que l'agence de l'eau, le département, la région, etc. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Marc. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce sujet? De nombreuses études ont été lancées et des travaux vont être lancés aussi sur la commune de Bergerac et Prix-Grandlieu dans les semaines qui viennent. Donc on voit bien que cette enveloppe-là, elle fait besoin et elle va servir à améliorer les situations les unes après les autres. Et donc voilà, donc cet argent est correctement utilisé. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Jean-Jacques va nous parler de DSC. Merci. Merci. Donc, le point suivant, le numéro 6, concernant donc la dotation de solidarité communautaire et donc la fixation du montant pour l'exercice 2020. Donc, par délibération, donc le 10 avril 2017, le Conseil communautaire a institué une dotation de solidarité communautaire pour l'ensemble des communes de son territoire avec les critères suivants: 55% en fonction du potentiel financier par habitant, 35% en fonction de l'importance de la population et 10% en fonction de l'effort fiscal. Chaque année, il est voté avec l'adoption du budget un montant de 400 000 € pour cette DSC de la communauté d'agglomération bergeracoise qui est reversée aux communes membres. Les pactes financiers et fiscaux ainsi que cette DSC ont fait l'objet de plusieurs modifications introduites dans la loi de finances pour 2020 et je vous en laisse soin de faire la lecture. Et donc, à noter quand même qu'une dérogation est accordée uniquement au titre de l'année 2020, ce qui permet au Conseil communautaire de reconduire par délibération les montants répartis sur l'exercice précédent, 2019 en l'occurrence. Et donc, à partir de là, il vous est proposé de maintenir ce même montant et de reverser aux communes sous forme de DSC une enveloppe qui a été prévue au budget à hauteur de 400 000 € et d'arrêter la dotation par commune conformément au tableau qui vous a été joint en annexe et qui reprend à titre dérogatoire les montants qui avaient été alloués en 2019. Et donc, en conclusion, à arrêter le versement à ces communes membres en 2 fois, en juillet et en octobre, comme c'était fait l'année précédente, pour ne pas avoir à faire trop de mandats. Voilà, Président, ce que je pouvais dire sur la DSC, s'il y a des remarques ou des questions. Merci Jean-Jacques. Donc vous avez bien compris, il s'agit malgré le fait que le mode de calcul ait été modifié, on peut par mode dérogatoire ne pas se lancer dans ce nouveau mode de calcul et vous proposer de reverser la même somme pour l'année 2020. Il sera toujours à temps, dans les mois qui viennent, de mettre en application la nouvelle formule de calcul pour la répartition de cette DSC. Donc on vous propose de revoter les montants identiques que vous avez perçus l'année précédente concernant cette DSC en deux fois, comme l'a rappelé Jean-Jacques. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Le point suivant, il s'agit d'assainissement et une décision modificative. C'est Jean-Jacques toujours qui nous propose. Numéro 1, donc qui concerne un budget annexe assainissement DSP, et notamment c'est le budget annexe concernant l'assainissement de Bergerac. Donc il est proposé au Conseil communautaire d'adopter les modifications selon le tableau qui suit, et ces écritures ont pour objet d'ajuster les crédits ouverts afin de procéder aux opérations budgétaires arrêtées dans la délibération communautaire du 17 février 2020 pour le transfert des résultats avec la ville de Bergerac, puisque la trésorerie n'avait pas voulu faire le rattachement du déficit de ce budget annexe en début d'année. Donc il y a lieu de le faire aujourd'hui, la régularisation, par le biais de cette DM. Et donc sur la section de fonctionnement, on va piocher 19 316 € sur le 617 pour le mettre sur le 618, autres charges exceptionnelles, de façon à apurer le déficit du fonctionnement de ce budget annexe. Et sur l'investissement,
Donc, il y a lieu de verser 601 959,70 € qui seront compensés par une diminution au 23-15 sur 401 959,70 et le différentiel par de l'emprunt à hauteur de 200 000 € pour faire ces 601 000. Voilà, donc les membres du Conseil communautaire sont invités à approuver cette DM concernant le budget annexe assainissement DSP tel que je viens de vous la présenter. S'il y a des questions. Pas de questions. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Toujours dans les décisions modificatives sur le budget annexe de la zone de l'ANXAD. Jean-Jacques. Oui, je continue sur le point suivant. Donc, budget annexe d'activité économique ZAE de l'ANXAD, c'est la DM numéro 1. Et il vous est proposé d'adopter les modifications budgétaires présentées ci-après concernant ce dit budget. Ces écritures ont pour objet d'augmenter les crédits ouverts pour la réalisation des travaux d'aménagement de la zone. Ils sont financés par une diminution des crédits prévus au 23-15 et par un recours à l'emprunt à hauteur de 106 120 €. Ces travaux ont pour but de finaliser les travaux de voirie sur la desserte de la zone d'activité de l'ANXAD. Donc voilà comment on le finance avec le tableau suivant sur la diminution du 23-15 et sur l'emprunt à hauteur de 106 120 €. Voilà, Président, ce que je peux dire. Merci, Jacques. Des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Point suivant, il s'agit d'apporter une aide aux personnes âgées malades ou handicapées pour le BAB. Et c'est notre ami Claude Carpe qui ramène celui-ci. Allô? Oui. Alors, l'association APA-MH, dont l'objet principal est de favoriser le développement de services à domicile au bénéfice des personnes les plus fragiles, gère également un service de transport pour les personnes dépendantes et ou à mobilité réduite, afin de les aider dans leurs déplacements au quotidien, rendez-vous médicaux ou administratifs, maintien du lien social, activités adaptées, le BAB puisse s'adapter en Bergeracois. Compte tenu des difficultés financières récurrentes, cette activité a été reprise par la communauté d'agglomération bergeracoise depuis le 1er juillet 2019. Dans l'attente de l'évaluation définitive, la subvention à l'association pour 2019 avait été mise en attente. L'évaluation de ce transfert a été arrêtée par la commission locale d'évaluation des charges transférées le 4 décembre 2019 et approuvée par la délibération communautaire numéro 2019-205 en date du 16 décembre 2019. Aussi, afin de respecter les équilibres financiers retenus, il convient d'attribuer une subvention à l'APA-MH de 5 200 € correspondant au fonctionnement du 1er janvier au 30 juin 2019. La proposition qui vous est faite, les membres du conseil communautaire sont invités à attribuer une subvention de fonctionnement d'un montant de 5 200 € à l'APA-MH. Merci Claude. Donc, il s'agit de respecter les équilibres sur lesquels nous nous étions engagés. C'est la proposition qui vous est faite. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Sur l'économie, point suivant. Donc, c'est Daniel Garrick qui nous rapporte ce dossier. C'était le fonds de participation au soutien aux entreprises au niveau départemental. Nous avons tous conscience que l'arrêt d'activité, les 2 mois, et pour certains secteurs, c'est plus de 2 mois d'arrêt d'activité, se traduisent par des difficultés considérables pour les entreprises. L'État a pris lui-même engagé un ensemble d'actions, les prêts garantis aux entreprises, le Fonds national de solidarité auquel les régions participent elles-mêmes. Vous entendez aussi qu'à l'échelle de l'Europe, la Commission européenne essaie de mettre sur pied un large programme avec recours à l'emprunt, ce que l'Europe n'avait encore jamais fait, puisque l'Europe n'avait jamais emprunté jusqu'à ce jour. Bon, mais on voit bien que ce dispositif qui pourrait prendre la forme de plans nationaux n'est pas encore définitivement adopté, et que même s'il est définitivement adopté, il ne sera pas sans doute opérationnel avant 2021. Donc tout ce qui est peut-être engagé pour soutenir le plus rapidement possible les entreprises est absolument déterminant. Donc à côté de l'État, la région Nouvelle-Aquitaine, on l'a vu tout à l'heure, a pris l'initiative de créer le fonds de soutien d'urgence aux entreprises et un fonds de soutien aux associations.
La communauté d'agglomération s'y est immédiatement associée à hauteur de 2 € par habitant, soit pour un total de 120 946 €. Nous avons eu d'ailleurs un travail continu en visioconférence avec le président de la région Aquitaine, Alain Rousset, et avec l'ensemble des autres intercommunalités pour travailler sur ce plan. Alors là, on est dans le cadre d'ailleurs de la loi NOTRe, ce qui fait que ça fait l'objet d'une décision qui vous a été présentée tout à l'heure. On est dans le cadre légal de la loi NOTRe quand c'est avec la région et dans le cadre du règlement économique que nous avons adopté il y a déjà un certain nombre de mois. Par contre, l'initiative dont il s'agit ici, qui vient en complément, c'est une initiative du département de la Dordogne qui nous sollicite également pour participer à hauteur de 2 € par habitant pour mettre en place un fonds de soutien départemental aux très petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ont moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui emploient jusqu'à 10 équivalents temps plein. Et donc, ce qu'on nous demande, et bien évidemment, on va participer à ce fonds, là aussi, à hauteur de 2 € par habitant. Ce qui veut dire qu'en fait, les participations de la communauté d'agglomération, il faut ajouter 120 000 plus 120 000, c'est un peu plus de 240 000 € de participation que la communauté d'agglomération engage au profit des entreprises. Ce que je voudrais souligner d'ailleurs, c'est que le dispositif qui a été mis en place par la région est d'ores et déjà opérationnel et que les entreprises bergeracoises, il y a eu un gros effort de communication de la CAB et que les entreprises bergeracoises en bénéficient aujourd'hui, souvent même au-delà de la participation que nous avions apportée. Donc c'est un fonds complémentaire. On se rend bien compte qu'il y a des secteurs qui ont du mal à redémarrer. On voit bien autour de nous tout le secteur des cafés, de la restauration qui entre notamment dans ce dispositif. Ils ne sont pas les seuls, mais on voit bien que le démarrage, les conditions de démarrage sont absolument essentielles. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons aux côtés, nous vous proposons de nous engager aux côtés du département, avec toutefois une réserve, c'est que le Grand Périgueux se trouve en dehors de ce dispositif, car le Grand Périgueux a souhaité bâtir sa propre opération de soutien aux entreprises. Voilà ce qu'on peut vous dire et vous inviter bien sûr à voter ce dispositif qui est extrêmement important dans les circonstances actuelles. Merci Daniel. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Est-ce que quelqu'un contre, s'abstient, adopté à l'unanimité? Je vous remercie pour nos entreprises. J'en profite pour vous dire un mot, je l'ai effleuré tout à l'heure, sur un dispositif qu'on a décidé de mettre en place, qui s'appelle l'opération Restocab. Il s'agit donc plus particulièrement de soutenir les restaurateurs et les viticulteurs, en même temps que l'économie touristique, qui en a bien besoin, en ciblant les touristes, mais aussi les locaux, en recherchant la complémentarité entre les personnes qui achètent du vin et surtout à Caisse-Cyrano, puisque c'est une structure que nous gérons avec nos partenaires. Donc l'idée, c'est d'attribuer un budget de 60 000 € à cette opération qui permettra de délivrer à peu près 4 000 tickets de bons en faveur des restaurants de la communauté d'agglomération. Je crois que c'est à peu près 180 restaurants sur notre territoire qui sont concernés. Donc, qui pourraient obtenir 15 € offerts en Restocab pour un achat de vin à Caisse-Cyrano, pour 40 € de vin acheté à Caisse-Cyrano, et 30 € offerts en Restocab à partir de 80 € d'achat de vin, toujours à Caisse-Cyrano. Donc, on voit bien l'effet levier de favoriser la fréquentation de nos restaurants sur notre territoire, tout en achetant du vin auprès de la structure qui le propose sur Bergerac et particulièrement touristique sur Caisse-Cyrano. Donc cette opération serait limitée évidemment à 2 Restocab par achat, parce qu'il ne faut pas que ça se bénéficie aux mêmes. Et donc les restaurateurs sont invités à la fin de la semaine à mettre en place et à participer à l'opération.
sans obligation bien sûr. Et l'idée, c'est de dynamiser la fréquentation de notre restauration locale en même temps que le soutien de la viticulture, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà un peu les systèmes qu'on cherche à mettre en place pour soutenir au maximum les activités en difficulté sur notre territoire. Oui, Daniel ? Bon. Je vous propose de passer au point suivant. Il s'agit du portage administratif du dispositif départemental pour le soutien aux initiatives culturelles concertées, le SIC, que vous connaissez maintenant parce qu'on le met en place depuis plusieurs années. Et c'est Laurence Rouen qui nous rapporte ce dossier. Bonsoir à toutes et à tous. Alors donc il s'agit pour cette dernière délibération du dispositif SIC, soutien aux initiatives culturelles concertées. Le département de la Dordogne et la communauté d'agglomération bergeracoise s'entendent afin de soutenir des projets culturels qui doivent se réaliser sur le territoire de la CAB, sur les cantons du Pays de la Force, de Bergerac 1, Bergerac 2 et du Sud bergeracois. La CAB assure un rôle de porteur administratif. Elle reçoit les montants du département et les reverse aux associations culturelles concernées. Au titre de l'année 2020, 16 associations sont concernées par ce dispositif pour un montant global de 14 300 €. Vous avez pu prendre connaissance de la liste qui était détaillée avec la délibération. Donc il vous est proposé d'autoriser le président à signer la convention avec le département et à reverser aux associations les dites sommes de subvention. Président, pour le vote, je vous rends la parole. Merci Laurence. C'est un dispositif que vous connaissez maintenant depuis plusieurs années qui vise à passer par la CAB pour reverser ces subventions aux associations. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Voté à l'unanimité. Écoutez, l'ordre du jour étant épuisé, je vais terminer par quelque chose que j'aurais dû commencer par ça. Remercier le maire de Gardonne pour nous avoir prêté cette salle généreusement pour nous permettre de faire cette réunion en respectant les règles de distanciation. Et puis, vous souhaitez à très bientôt, le 22 juin, pour un prochain conseil communautaire à la salle Anatole France à Bergerac. Mesdames et messieurs, bonne fin de soirée et merci beaucoup de votre participation.